Le travail que je vais vous présenter s'inscrit dans mon projet de postdoctorat sur l'évolution en fait, des inégalités sociales et des inégalités de genre au cours du cycle de vie, dans la consommation de tabac au cours du cycle de vie. Ici, je vais vous proposer une analyse plus précise sur l'évolution des inégalités entre hommes et femmes dans la consommation de tabac au cours du cycle de vie, en mettant l'accent en fait sur une explication possible des évolutions qui est le rôle un rôle de l'impact différencié des événements de vie sur ces trajectoires. Donc le contexte de cette étude, c'est bien sûr l'importance de la mortalité due au tabac dans la mortalité générale, mais aussi en fait le contexte de l'augmentation des inégalités sociales de tabagisme et la convergence des tabagismes masculins et féminins dans la consommation de tabac. On a pu montrer que cette convergence était quasiment parfaite pour les plus diplômés. Alors on peut voir ici, en population générale, l'évolution du tabagisme masculin et féminin, et donc l'importante convergence qu'on peut voir par la prévalence, mais aussi par la consommation moyenne de cigarettes chez les hommes et chez les femmes. Donc cette convergence a des conséquences sur la mortalité. Donc pour l'instant, on voit une augmentation assez nette de la mortalité féminine par cancer due au tabac, alors qu'il y a une stabilisation, voire une diminution chez les hommes. Donc on peut se poser la question de l'évolution future de l'avantage féminin en fait, en termes de mortalité due au tabac. Et cette question, en fait, on peut la résoudre. Enfin, elle est difficile à résoudre puisqu'il faut attendre des durées. Enfin, on aura la réponse avec l'évolution future des consommations, puisque dans ce contexte-là, la durée d'exposition importe beaucoup. Donc c'est pour ça que dans un premier travail avec mes collègues de l'INED, j'ai étudié en fait l'évolution historique des tabagismes masculins et féminins au cours du cycle de vie pour voir en fait est-ce qu'il n'y a pas simplement des effets conjoncturels, mais aussi des effets de durée d'exposition et comment ils évoluent selon le sexe. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en fait, il y a des évolutions contrastées au cours du cycle de vie pour les hommes et pour les femmes, mais aussi selon le niveau d'éducation. Donc on voit déjà la première évolution, qui est une évolution avec les générations, c'est une augmentation en fait, des prévalences pour les plus éduqués, que ce soit pour les hommes et pour les femmes, pour les moins éduqués, pardon, pour les hommes et pour les femmes. Et derrière cela aussi une convergence des tabagismes masculins et féminins, qu'on peut voir là pour les non diplômés ou faiblement diplômés. Par contre, du côté des plus diplômés, on a une évolution inverse, avec une diminution de la prévalence, et aussi, comme je vous disais, une convergence plus importante, voire pour les plus diplômés de la dernière cohorte, donc une prévalence supérieure des femmes avant l'âge de 25 ans et après une diminution au cours du cycle de vie. Donc là, ce qu'on peut voir ici, et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que, au vu de ces évolutions, on peut prédire à la fois l'évolution des carrières masculines et féminines, qui peut en fait varier à la fois selon les générations, mais qui peut aussi varier au cours du cycle de vie. Et là, on peut voir qu'il y a peut-être une spécificité du tabagisme féminin qui serait finalement une exposition plus importante au début de cycle de vie, mais un arrêt plus important en deuxième phase de cycle de vie, qui pourrait, même s'il y a une convergence des tabagismes masculins et féminins, quand même permettre de conserver l'avantage féminin en termes de mortalité. Donc c'est pourquoi je vais m'intéresser à l'impact des événements de vie sur les carrières tabagiques des femmes et des hommes pour voir les évolutions, pour voir l'impact différencié. Donc dans la littérature, sur les événements familiaux notamment et sur le tabagisme selon le sexe, on a tout d'abord une littérature sur la mise en couple et l'effet de la mise en couple et de la séparation. Cette littérature montre un effet protecteur de la mise en couple pour les hommes et pour les femmes,
alors qui peut s'expliquer par qui a différentes explications. Tout d'abord, un effet qui serait de matching, donc le fait que les fumeurs ou les non-fumeurs s'associent plus en couple, mais aussi, d'un autre côté, un effet de négociation, c'est-à-dire que la mise en couple conduit à une négociation entre partenaires et donc une influence du partenaire dans les changements, des comportements tabagiques. Mais aussi, d'un autre côté, on a une protection de la mise en couple due à des effets de la séparation et des divorces, qui sont des événements de stress. Et là, on a pu voir que, dans la littérature, que les femmes étaient plus touchées par les événements de stress. D'un autre côté, on a d'autres événements familiaux qui peuvent impacter les comportements tabagiques, notamment la naissance d'un enfant. Alors là, il y a une importante littérature concernant les femmes. Donc, on sait qu'il y a des changements de comportement tabagique pour les femmes au moment de la grossesse. Par contre, on a très peu d'études sur les changements de comportement des hommes au moment de la grossesse, qui pourraient accompagner ou pas la cessation des femmes, voire l'encourager par des effets conjoints. Donc, ce qu'on peut voir chez les femmes, c'est qu'il y a des arrêts, il y a peu d'effets à long terme, puisqu'il y a des arrêts, surtout des arrêts au moment de la grossesse, mais une reprise après. Et donc, dans les études qu'il y a le peu d'études qu'il y a sur des hommes, on voit qu'il y a assez peu d'arrêts, par contre, ce qui n'encourage pas forcément les femmes à arrêter. Mais il y a des arrêts, en tout cas, de fumer à la maison pour éviter le tabagisme passif. Et ou s'il y a des arrêts, c'est des arrêts qui seraient simplement chez les plus éduqués. Donc là, en fait, en plus d'essayer de voir l'effet des événements familiaux sur les comportements tabagiques, il y a un autre aspect que je voulais étudier, qui n'était pas très étudié dans la littérature, c'était en fait le calendrier dans ces changements par rapport à la temporalité des événements. Notamment parce qu'on peut voir que, donc, on a l'idée qu'il peut y avoir des effets d'anticipation pour essayer d'arrêter avant ces événements, notamment pour les grossesses, mais on peut penser que ça peut être le cas aussi pour d'autres événements, tels que les séparations. Et aussi, ça permet de voir les effets d'anticipation d'un côté, mais aussi les effets à plus long terme pour voir en fait si tous ces événements ont des effets juste conjoncturels ou des effets de plus long terme. Donc pour cela, j'utilise l'enquête santé itinéraire professionnelle. Et donc cette enquête, en fait, en plus des données, des données transversales sur l'état de santé, permet aussi de reconstruire les parcours professionnels et les parcours de santé. Et donc là, je vais me servir aussi de la reconstruction des parcours tabagiques, donc le recueil de l'âge d'initiation et de cessation pour reconstruire les carrières tabagiques. Je vais aussi me servir du recueil dans une grille biographique des périodes de vie de couple, donc qui permettent de déduire aussi les périodes de séparation, et aussi l'âge de naissance des enfants. Donc dans cette analyse, je vais aussi après, donc même si ce n'est pas mon premier intérêt, je vais aussi contrôler donc, de l'évolution de l'activité professionnelle qui est recueillie de façon rétrospective aussi dans l'enquête. Je vais aussi contrôler de la dernière profession, du niveau de diplôme, du fait d'être né à l'étranger, du fait d'être dans un environnement rural ou urbain et l'accord de naissance. Donc en termes de stratégie empirique, je vais être très rapide. Là, en fait, l'intérêt d'avoir donc ces données longitudinales au niveau individuel, c'est de pouvoir distinguer en fait des effets qui seraient dus à une variation intra-individuelle des effets de variation inter-individuelle. Donc là, ça me permet de séparer ces deux effets, notamment de mettre en évidence des changements qui sont au niveau individuel, donc des changements qui s'interprètent directement, ou pas en termes de causalité, mais en tout cas d'association plus importante, que les changements interindividuels qui seraient par exemple des différences structurelles entre les personnes célibataires ou les personnes en couple, ou les personnes avec enfants ou sans enfants. Donc là, la reconstruction va me permettre de modéliser à la fois l'initiation, l'arrêt et la probabilité de fumer, pour permettre de comprendre ces évolutions. Donc là, l'idée c'est aussi de pouvoir regarder le calendrier de ces évolutions. Donc notamment en fait, enfin tout simplement en ajoutant en fait des indicatrices, en tout cas
une interaction avec le temps par rapport à l'événement, et en prenant en compte des effets d'anticipation, donc jusqu'à 3 ans avant, 2 ans avant, 1 an avant, l'effet contemporain de l'événement, donc est-ce que j'ai changé mon comportement tabagique au moment de l'événement, ou des effets en retard, donc est-ce que j'ai changé mon comportement 1 an après, 2 ans après, ou 3 ans en plus après. Et tout cela s'interprétera, donc dans les graphiques que je vais vous montrer après, par une référence qui est en fait le fait d'être à 3 ans au moins avant l'événement, ou de ne pas avoir vécu l'événement. Donc là, les premiers effets que je vais vous montrer, c'est les effets de la mise en couple sur le tabagisme. Donc d'un côté, on a, sur une première ligne, on a l'initiation tabagique, ensuite la cessation tabagique et la probabilité de fumer. Donc ici, c'est les autres ratios par rapport à la référence, donc c'est le fait de ne pas avoir vécu l'événement ou d'être suffisamment avant l'événement. On voit que pour la mise en couple, il y a des effets protecteurs à long terme, donc notamment par une baisse de l'initiation à long terme, au bout de au moins 3 ans de mise en couple chez les hommes et au bout de 2 ans de mise en couple chez les femmes. On a aussi des effets protecteurs de la mise en couple contemporains de la mise en couple au niveau de la cessation, à la fois chez les hommes et chez les femmes, ce qui veut dire, ce qui pourrait laisser supposer qu'il y a un effet de négociation au moment de la mise en couple, et donc qui conduirait à changer les comportements tabagiques. Et donc c'est des effets assez forts, parce que c'est des autres ratios de 2. Et donc là on voit qu'il y a une rupture dans la trajectoire de hausse avant la mise en couple chez les hommes et chez les femmes pour arriver en fait à un effet à une trajectoire positive de la mise en couple sur les trajectoires tabagiques. Concernant la première naissance, on peut voir ici qu'il y a des effets à long terme, donc on va dire un peu délétères dans la mesure où après l'initiation, il y a une tendance à fumer, à commencer à fumer, notamment chez les femmes. Ça peut s'expliquer notamment parce que chez les femmes des générations les plus anciennes, le tabagisme a démarré plus tard, et notamment plus tard au cours du cycle de vie. Et donc c'est sans doute pour ça que il y a eu des initiations, par exemple, à partir de 35 ou 40 ans chez les femmes. Par contre, on voit des différences entre les hommes et les femmes sur la cessation tabagique, notamment avec un effet d'anticipation chez les femmes lié à la maternité, qui est jusqu'à 2 ans avant, et plus important, et jusqu'à la naissance. Chez les hommes, on n'a pas d'effet d'anticipation, on a juste un effet contemporain qui est assez faible, et donc qui explique pourquoi sur la probabilité de fumer, on a très peu de variations sur la trajectoire des hommes, alors qu'on a une trajectoire de baisse chez les femmes. Ce que j'ai oublié de vous rappeler, c'est qu'ici, en fait, je suis sur des parcours tabagiques en fait, assez simples, donc, où j'ai qu'un seul parcours. Donc en fait, là, ça permet d'interpréter les résultats en termes de cessation définitive, dans la mesure où, si les personnes ont repris derrière, je le sais, donc là, c'est vraiment des cessations, uniquement des cessations définitives. Concernant la séparation, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a, en fait, un peu comme pour la naissance, il y a des effets d'anticipation chez les femmes qui n'ont pas lieu chez les hommes. Donc on peut voir que là, il y a une augmentation de l'initiation tabagique, donc un effet délétère de la séparation qui précède la séparation chez les femmes, alors qu'il y a un effet simplement contemporain chez les hommes. Et on peut voir néanmoins qu'il y a peu d'effets à long terme chez les hommes et chez les femmes de la séparation. Donc pour conclure, on a pu montrer qu'il y avait des effets similaires pour les hommes et les femmes de la mise en couple, donc notamment avec des effets positifs sur l'initiation à long terme et de la cessation au moment de la mise en couple. Par contre, il y a des effets d'anticipation chez les femmes qui peuvent accentuer les différences entre hommes et femmes, notamment liées à la première naissance. Donc là, c'est un effet positif qui est lié à l'effet d'anticipation, donc avec une cessation qui précède
Et par contre aussi, mais un effet d'un côté négatif lié aux séparations, avec des effets d'anticipation qui ont lieu donc les années précédentes de la séparation. Donc là, ce travail a permis de mettre en évidence des changements qui précèdent l'événement et en quelque sorte les préparent, nous permettent de s'y préparer et qui permettent aussi de contribuer à une meilleure connaissance de l'évolution des parcours masculins et féminins, et qui permettra par la suite d'essayer de voir la contribution donc, des évolutions à la fois de l'impact des événements, mais aussi de l'évolution de la temporalité des événements, dans la mesure où les âges avec les générations ont changé, les âges aux événements ont changé, et ça permettra de voir la contribution globale en fait, de ces événements aux évolutions de cycle de vie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.